Les frais irrépétibles maintenant. Paragraphe second. La catégorie de dépens qu'on vient d'identifier est une catégorie limitative, avons-nous dit. C'est dire que les autres frais de justice, les honoraires des avocats, les frais de consultation qui peuvent être sollicités dans le cas de telle ou telle instance, certains frais de déplacement par exemple qui peuvent être engagés, eh bien tous ces frais de justice qui ne sont pas des dépens ne peuvent en principe être recouvrés sur la partie perdante. On dit qu'ils sont irrépétibles. Celui qui les engage ne peut les répéter en exiger le remboursement de la partie adverse. En somme, chaque partie supporte en principe le poids de ses frais dans la mesure où elle les a engagés. Et peu importe à cet égard que cette partie ait gagné le procès ou qu'elle ait succombé, peu importe qu'elle soit demanderesse ou défenderesse. Tel est le principe. Mais à nouveau, ce principe n'est pas absolu. Pour éviter qu'il ne tourne à l'injustice, l'article 700 prévoit en effet un tempérament d'équité. Le texte énonce qu'en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie perdante, ou bien condamnée aux dépens, le juge peut la condamner à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Autrement dit, pour des motifs d'équité, qui tiennent généralement à la mauvaise foi du perdant, qui a résisté, là encore, sans raison, aux prétentions justifiées de l'adversaire, ou bien pour des raisons économiques. On imagine que la partie perdante a d'importants moyens financiers, d'importantes ressources économiques. Eh bien, le juge peut autoriser une répétition contre l'adversaire des frais irrépétibles. À lui, évidemment, de les chiffrer, il le fait librement. En somme, il décide alors que les frais irrépétibles seront traités de ce point de vue, comme des dépens. En principe, cette faculté est exceptionnelle, elle déroge à la règle, mais en pratique, elle est systématiquement demandée par les avocats dans leurs écritures, car c'est une condition du bénéfice de l'article 700. Remarquons d'ailleurs que ce régime différencié des dépens, des frais irrépétibles, ne coule pas de source. D'autres systèmes juridiques ne font pas cette différenciation. On songe en particulier au droit allemand. Et il n'est pas impossible que l'on s'oriente vers une fusion de ces différents frais de justice afin de mettre fin au caractère souvent symbolique de la mise à la charge des dépens sur l'adversaire. Simplement, le risque de ce système, c'est évidemment de verser dans un système qui serait un système dissuasif. Mais l'idée d'une telle réforme est loin d'avoir été abandonnée visiblement, et il ne serait pas surprenant qu'elle ressurgisse prochainement. Voilà pour les frais de justice. S'agissant maintenant de l'aide juridique, section 2e. Eh bien, on l'a vu, la justice risque le plus souvent d'avoir un coût non négligeable pour les plaideurs. Or, cela risque d'être un obstacle concret à l'accès des moins fortunés à la justice, ce qui serait contraire aux garanties de l'article 6, paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, telle qu'interprétée par la Cour de Strasbourg. C'est ce qu'a affirmé cette Cour dans un arrêt resté célèbre, un arrêt Herret contre Irlande du 9 octobre 1979. Ce serait tout aussi contraire à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont l'alinéa 3 dispose qu'une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas des ressources suffisantes dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. Et c'est pourquoi l'État, en fonction naturellement des ressources des individus, accepte de prendre à sa charge tout ou partie des frais, des honoraires, des avocats ainsi que des émoluments des différents auxiliaires de justice. C'est le système dit de l'aide juridique qui tend à rendre la justice pleinement gratuite pour les moins favorisés. Ce système a été réformé par une loi du 10 juillet 1991. Auparavant, on parlait d'aide judiciaire. On parle aujourd'hui d'aide
juridique. Et le changement de qualificatif marque l'élargissement du domaine de cette aide qui recouvre désormais l'aide juridictionnelle et l'aide à l'accès au droit. S'agissant tout d'abord de l'aide juridictionnelle, paragraphe 1er, on remarquera qu'en ce qui la concerne, la qualité de demandeur ou de défendeur à l'instance est totalement indifférente. Sous réserve d'un cas particulier, le cas où le demandeur émettrait une prétention qui serait manifestement irrecevable ou infondée. Dans ce cas, le bureau de l'aide juridictionnelle pourrait d'emblée refuser le bénéfice de l'aide. Mais sous cette réserve, la qualité de demandeur ou défendeur à l'instance n'a pas d'importance. Seul comptent les ressources du plaideur et ses charges de famille. Et cela signifie concrètement que l'on ne tient compte des dépenses que dans la mesure où elles entrent dans ses charges de famille, ce qui peut aboutir parfois d'ailleurs à des situations d'injustice. Quoi qu'il en soit, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, il faut en principe être personne physique, de nationalité française, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, ou bien résidant habituellement ou régulièrement sur le territoire national, sous réserve de quelques extensions. À titre plus exceptionnel, à titre plus dérogatoire, il peut aussi s'agir d'une personne morale à but non lucratif. La demande d'aide juridictionnelle doit être adressée au bureau de l'aide juridictionnelle installé près de la juridiction, qui dispose d'un droit de communication auprès des administrations d'informations pour vérifier l'état de ressources du demandeur. Et en cas de déclaration inexacte ou mensongère, de survenance de ressources, ou bien si le caractère abusif de la demande apparaissait, eh bien le bureau de l'aide juridictionnelle pourrait retirer le bénéfice de cette aide. Cette aide, enfin, peut être totale ou partielle, suivant évidemment les ressources du requérant. Elle couvre tous les frais, tous les émoluments dus par le bénéficiaire aux différents auxiliaires de justice dont la procédure requiert le concours. Mais les dépenses de l'adversaire, qui peuvent être mises à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, eh bien, n'entrent pas dans cette catégorie. Et en outre, le bénéficiaire peut même être condamné au paiement des frais non compris dans les dépenses, ce qu'on appelle les frais irrépétibles. Pour donner un ordre d'idée, à l'heure actuelle, les barèmes sont les suivants. Lorsque les ressources mensuelles de la personne sont inférieures à 941 € par mois, eh bien l'aide est totale. Lorsqu'il s'échelonne de 942 à 984 €, l'aide est alors limitée à 85%. Elle l'est à 70% lorsque ses ressources vont de 985 € à 1037. Et de 1305 € à 1411 €, l'aide n'est plus que de 15%. C'est dire que l'aide est aujourd'hui assez concentrée. Il reste que ces plafonds sont majorés pour les personnes à charge, 169 € pour les deux premières personnes à charge, et puis 107 € pour les suivantes. Aujourd'hui, il est fortement question, depuis plusieurs années c'est vrai d'ailleurs, de réformer l'aide juridictionnelle. On envisage en particulier d'élargir les barèmes et de limiter, par le fait même, eh bien, les ressources qui seraient allouées aux auxiliaires pour l'assistance, la représentation des bénéficiaires, le système dit des unités de valeur. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le système est à bout de souffle, il est presque exsangue, faute pour l'État de pouvoir y consacrer un budget indéfiniment extensible. Rappelons que l'État y consacre plus de 300 millions d'euros par an. Remarquons pour finir que pour garantir l'accès effectif des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle à la justice, la demande d'aide présentée au bureau a un effet interruptif ou suspensif des délais pour agir ou pour participer à l'instance. Concrètement, lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle doit agir en première instance, dans un certain délai de prescription, il suffit que la demande d'aide juridictionnelle soit présentée dans le délai pour que celui-ci soit considéré comme respecté. Il y a autrement dit effet interruptif du délai de prescription par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, sous réserve ensuite de porter la demande en justice dans le délai prescrit à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. En appel,
ce sont les délais pour conclure imposés aux parties dans la procédure avec représentation obligatoire qui ne courent pas contre le demandeur à l'aide juridictionnelle. Il y a un effet suspensif tant que le bureau n'a pas rendu une décision définitive d'admission ou de rejet de la demande qui lui est présentée. Paragraphe second, l'aide à l'accès au droit. On peut être plus concis sur cette aide qui a été mise en place par une loi du 18 décembre 1998. Son objet est de prendre en charge, sous condition d'insuffisance des ressources, le système de ce point de vue est le même que pour l'aide juridictionnelle, de prendre donc en charge les frais nécessités par la défense des droits en dehors du cadre juridictionnel. L'aide à l'accès au droit couvre ainsi, en particulier, l'information générale des personnes sur leurs droits et obligations, l'aide à l'accomplissement des démarches et procédures non juridictionnelles, on songe notamment à la conciliation, à la médiation extrajudiciaire. L'aide à l'accès au droit couvre encore la consultation en matière juridique, l'assistance à la conclusion, à la rédaction d'actes juridiques. Enfin, quelques mots sur l'assurance de protection juridique. Section 3e. On le voit, si généreuse soit-elle, l'aide juridictionnelle laisse nécessairement en dehors de son bénéfice de nombreux justiciables qui peuvent vouloir aussi se prémunir contre les conséquences financières d'un procès. Aussi, parallèlement au développement statistique des contentieux, les assureurs ont développé une protection conventionnelle contre ce risque de procès. C'est l'assurance dite de protection juridique. Aujourd'hui, cette assurance connaît une progression très importante. Mais il faut bien dire que les assureurs n'ont pas toujours joué le jeu. En particulier, ils ont souvent tenté d'imposer à l'assuré un avocat avec lequel ils ont pu passer des conventions d'honoraires et ont aussi parfois donné à leur contrat un caractère subsidiaire par rapport à l'aide juridictionnelle. Aussi, le législateur est-il intervenu pour tenter de mettre fin à ces dérives. Suivant en cela des recommandations de la Commission des clauses abusives, il a imposé notamment 2 règles, outre une définition large d'ailleurs du risque couvert par ces assurances. Première règle impérative, désormais, il est posé que l'aide juridictionnelle ne sera plus accordée lorsque les frais qu'elle est destinée à couvrir seront pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou bien d'un système de protection. Deuxième règle impérative, obligation est désormais faite à l'assureur de permettre à l'assuré d'être assisté ou représenté par un avocat lorsque la partie adverse dispose elle-même d'un tel avocat. En outre, il est fait interdiction à l'assureur de protection juridique de proposer le nom d'un avocat à l'assuré à moins que celui-ci n'en fasse la demande écrite. Il est aussi interdit de négocier directement les honoraires avec l'avocat. Ces honoraires devront être négociés entre l'avocat et l'assuré, sans pouvoir faire l'objet d'un accord de l'assureur. Il n'est d'ailleurs pas certain que tout cela ait changé fondamentalement les donnes de la pratique.